On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Vous le savez, en ce moment, le secteur public est en négociation avec le gouvernement. La semaine dernière, on vous parlait du monde de la santé avec la présidente du syndicat de la FIC dans la région, les professionnels de la santé. Cette fois, c'est au tour de la présidente du syndicat de l'enseignement du Haut-Richelieu pour le territoire desservi par la Commission scolaire des Hautes-Rivières. Parler bien sûr des revendications des enseignants, des journées de grève également qui sont à venir les 12 et 13 novembre, à moins bien sûr qu'il y ait un règlement entre-temps. Parlons de la situation dans le monde de l'éducation et ici même sur le territoire de la Commission scolaire des Hautes-Rivières. Avec nous pour en parler, la présidente du syndicat de l'enseignement, Jacinthe Côté. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous en êtes rendu où dans vos négociations avec le gouvernement? À 70 jours de négociations. Alors, ça fait 70 rencontres de négo où la partie patronale et la partie syndicale s'échangent des demandes, des pourparlers où on négocie. On négocie pour tenter d'en arriver à un règlement négocié. Alors, 70 jours où chaque partie fait valoir ses points de vue. Alors, ça fait près d'un an. Ça fait près d'un an déjà que la négociation est commencée. Alors, où on en est? On en est dans une intensification actuellement des négociations et, dans le fond, si la partie patronale ne dégage pas des sommes d'argent actuellement, ça va être difficile d'en arriver à un règlement. Bon, avez-vous l'impression que le gouvernement cherche à gagner du temps, peut-être même en prévision de vous imposer ultimement une loi spéciale? Je m'en venais tantôt ici au studio, j'écoutais des entrevues à la radio. Et certains interprétaient la longueur des négociations, d'autant que ça n'a pas porté fruit jusqu'à date. Est-ce qu'effectivement, vous êtes de cet avis que le gouvernement cherche à gagner du temps? Moi, je ne suis pas vraiment de cet avis-là. Pour l'instant, l'analyse que j'en fais, c'est qu'il y avait énormément de demandes sur la table. Il y avait la demande patronale était très, très, très exigeante. Il y avait une 60aine de demandes de récupération et il y avait une demande syndicale aussi qui était quand même assez bien étoffée parce qu'on pense que ça prenait des solutions à la situation de notre école publique actuellement. Alors, il y avait beaucoup d'éléments sur la table. Ça prenait quand même un certain nombre de temps de rencontres pour bien s'expliquer les différents enjeux puis les demandes que chaque partie avait. Ouais. Alors, est-ce qu'il y en a eu trop jusqu'à maintenant? Je pense qu'actuellement, on connaît exactement les enjeux. On sait où un règlement peut passer. Et autant la partie patronale que le parti syndical, on en est rendu à un niveau où on connaît pas mal comment pourrait se régler la négociation. Et c'est certain que pour la partie syndicale, au niveau des demandes, si la partie employeur ne met pas d'argent nouveau, on ne peut pas aller vers un règlement. Ça prend un investissement pour pouvoir aller chercher des améliorations qu'on recherche dans nos conditions de travail puis les conditions d'apprentissage des élèves aussi. Bon, parce que l'investissement dont vous faites référence, donc de sommes d'argent additionnelles, est-ce que c'est d'une part pour combler les augmentations de salaire souhaitées par les enseignants ou d'autre part par un réinvestissement dans le réseau de l'éducation pour alléger les tâches ou offrir des nouveaux services? J'y vais plus, je ne suis même pas sur les conditions salariales actuellement. Quand je vous parle, là, je suis plus sur les conditions de travail des enseignants qui, nécessairement, c'est interrelié avec les conditions d'apprentissage des élèves. Si on parle, et là, je pense entre autres à une diminution du nombre d'élèves dans les classes. Ouais, une des demandes souvent, importantes des enseignants, c'est qu'il y ait une demande, qu'il y ait une diminution du nombre des élèves dans les classes. Pour avoir une diminution d'élèves dans les classes, bien, ça prend nécessairement un réinvestissement. Mais pour pouvoir, quand on demande ça, c'est interrelié avec les apprentissages des élèves. Quand on demande qu'il y ait des sommes d'investis pour soutenir l'intégration des élèves dans nos classes, pour soutenir nos élèves en difficulté,
bien, c'est sûr que c'est des demandes qui restent aussi interreliées avec les apprentissages des élèves. Alors, l'ensemble de nos demandes où on demande des sommes nouvelles, c'est pour permettre d'assurer la réussite des élèves. Alors, je suis beaucoup plus sur la négociation en lien avec les conditions spécifiques des enseignants. Et après ça, il y a aussi la négociation sur le salarial, sur les régimes de retraite, et que la partie patronale annonce qu'il nous ferait une proposition vendredi matin au niveau du Front commun sur la question salariale. On attend. Du côté de la partie patronale, donc le gouvernement, quelles sont les exigences, disons, de départ dans cette négociation? Si de votre côté, vous, c'est bon, la baisse du nombre d'élèves dans les classes ou d'autres demandes, de son côté, le gouvernement, qu'est-ce qu'il cherche à gagner avec les enseignants? Au départ, quand il a fait son dépôt, c'était une plus grande flexibilité. Il recherchait une plus grande flexibilité, une plus grande présence des élèves, des enseignants à l'école. Il demandait de récupérer les sommes d'argent qu'il avait déjà investies au cours des dernières négociations dans le soutien, particulièrement dans le soutien aux élèves en difficulté. Alors, il y avait un nombre important de demandes qui étaient interreliées avec une récupération monétaire. Alors, partout où il y avait des enveloppes d'argent qui étaient prévues dans la convention collective des enseignants, c'était une récupération, c'était mettre fin à cet investissement-là qu'il y avait à même la convention collective des enseignants. Bon. Donc, j'en déduis que les négociations sont toujours en cours, donc il n'y a pas de rupture de négociation. Il n'y a pas de rupture. Bon. Les gens sont aux tables de négociation. Bon. Donc, les tables de négociation se poursuivent. Vous dites que peut-être que vendredi, il y aurait une offre à tout le moins sur le salarial au niveau du Front commun. Maintenant, qu'en est-il des moyens de pression? Parce qu'on l'a vu dans les derniers mois, il y a eu des chaînes, notamment l'appui des parents, qui est toujours là d'ailleurs, avec des chaînes et tout ça. Sauf que là, évidemment, vous avez accentué un peu les moyens de pression avec, disons, des journées de grève un peu plus flottantes, là, si on veut. Donc, disons, depuis le début de la saison scolaire, là, depuis septembre, quels sont les moyens de pression qui ont été mis en œuvre? Vous savez, on a une mobilisation qui est exemplaire depuis plusieurs mois. Et dans les moyens de pression qui ont été mis en place dès la rentrée scolaire, puis qui étaient amorcés déjà l'année dernière, il y a une présence des enseignants, 32 heures de présence à l'école, que ça il est appliqué d'une façon rigoureuse de la part des enseignants. Et quand on parle d'un 32 heures de présence, c'est que notre convention collective prévoit que les enseignants sont 32 heures à l'école et nécessairement, il y a du travail qui se fait à l'extérieur aussi, en dehors des heures de présence à l'école. Mais il y a un 32 heures assuré de présence à l'école et ça, les enseignants l'appliquent d'une façon assez rigoureuse. On a aussi, actuellement, on parle des bulletins qui s'en viennent. Alors, il y aura des actions qui seront en lien avec les bulletins. Aucun résultat ne sera pas donné aux parents. Tous les résultats scolaires seront donnés aux parents. Il va être donné verbalement. Mais il sera donné verbalement, il sera donné sur une forme différente. Mais c'est sûr que le bulletin standard, habituel, il y aura... Le bulletin administratif. Le bulletin administratif, il ne sera pas remis de façon officielle comme il était habituellement. Il y a un port d'un chandail noir que les enseignants portent en signe de solidarité. Et c'est un chandail qu'on porte à tous les mardis pour démontrer que nous sommes unis dans l'action, dans la recherche d'une négociation aussi, pour passer le message à l'employeur et ensemble être solidaires aussi pour chaque action. Bon, qu'en est-il maintenant des journées de grève? Les journées de grève, on a eu une première journée de grève qui a eu lieu le 28 avril. Et on a 2 nouvelles journées de prévues, qui est le 12 et le 13 novembre. Et les journées de grève ont lieu dans un contexte où on n'a pas de règlement. Alors, on n'a pas voté des journées de grève pour le plaisir de faire la grève. C'est vraiment dans un objectif de mettre une pression et à l'analyse de la conjoncture de la négociation, s'il
il n'y a pas de règlement, s'il n'y a pas d'entente, si on ne voit pas qu'on s'en va vers un règlement, il y aura utilisation de ces journées de grève-là. Et le 13 novembre, les enseignants, on réaffirme, on fait le bilan de la négociation et on réaffirme ensemble si on tiendra éventuellement des journées de grève au mois de décembre. Donc, et ces journées de grève sont tout à fait légales? C'est une grève légale, donc une obligation d'aviser pour le syndicat, d'aviser l'employeur qu'on va tenir cette grève-là. Et les parents sont avisés aussi. Alors là, c'est sûr que pour la grève du 12 et 13 novembre, nous avons donné nos avis qu'il y aurait la grève, mais si jamais il y avait entente d'ici là, en 24 heures, ça peut s'annuler. Bon. Souvent, l'appui des parents est intimement lié à leur degré de tolérance sur les problématiques qu'amènent des journées de grève. Donc là, jusqu'à date, les parents, ils vous appuient, tout ça. Les chaînes humaines, c'est bien beau. Est-ce que vous allez avoir, si parfois vous êtes si parfois vous tenez vos journées de grève le 12 et le 13, est-ce que vous pensez que le 14 au matin, vous allez avoir le même niveau d'appui des parents? Est-ce que ça se peut qu'il y en ait qui vous aiment bien, là, mais qui vous lâchent en cours de route parce que là, vous créez des problèmes dans leur routine familiale et tout, là? Moi, je pense que ce que les parents doivent comprendre, là, c'est que ça fait, depuis quelques années, ça fait près d'1 milliard de coupures qu'on a dans l'éducation. Et que la lutte que les enseignants mènent actuellement, c'est une lutte pour défendre notre école publique. Et on fait cette lutte-là parce qu'on pense qu'on doit donner les conditions pour permettre les meilleurs apprentissages aux élèves. C'est la démarche des enseignants. Et c'est une des raisons pourquoi on a tant d'enseignants qui sont mobilisés actuellement. Les enseignants, là, c'est une mobilisation, je disais au début que c'était une mobilisation exemplaire, mais c'est une mobilisation que ça fait énormément longtemps qu'on n'a pas vue. Les enseignants se déplacent, on a des assemblées de 800, 900 personnes. Alors, les enseignants veulent savoir, puis les enseignants décident collectivement de mener la lutte parce que c'est un système d'éducation publique qu'on est en train de défendre. Quand je parle d'appui populaire et on parle de journée de grève, puis on le voit même du côté des professionnels de la santé, où là aussi, visiblement, une grève générale illimitée ne semble pas être à l'ordre du jour. Je ne pense pas que ce soit la même chose de votre côté aussi. C'est la même chose, c'est la même chose. En même temps, les expériences du passé nous ont mené souvent à la réflexion suivante, que quand les enseignants ou les infirmières ont fait des grèves générales illimitées, évidemment, après une semaine ou deux, le gouvernement vote une loi spéciale, vous impose une convention, puis vous êtes pris pour vivre avec. Puis ultimement, vous perdez des fois 1, 2, 3 semaines, 4 semaines de salaire. Même dans le cas des infirmières, même plus de fonds de grève. Je ne sais pas, avez-vous un fonds de grève encore? On n'a pas de fonds de grève. Pas de fonds de grève. Non. Donc, c'est clair que l'option d'une grève générale illimitée, ce n'est pas dans les cordes. Parce que c'est pas comme ça que vous allez obtenir vraiment un règlement satisfaisant, sinon ça va se terminer en loi spéciale. Bon, c'est ça. Mais pour l'instant, on vit nos moyens de pression un jour à la fois. Un jour à la fois avec... moi, j'ai encore l'espoir d'un règlement avant Noël. On n'est pas dans une négociation, là. Ça fait, la partie patronale a déposé son offre en janvier l'année dernière. Alors, après 1 an de négociation, après 70 rencontres, on est dans peut-être pas la fin, mais on est dans les dernières semaines d'une négociation, je pense, là. Quelle est la réalité d'un enseignant aujourd'hui? Autrement dit, moi, là, demain matin, là, je prends un enseignant qui a une trentaine d'années d'expérience, là, puis je lui dis, en quoi ton travail d'aujourd'hui est-il différent de là, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 30 ans? La tâche est tellement alourdie, monsieur, là. Depuis les dernières années, c'est une intégration des élèves en difficulté. C'est un manque de services. C'est des coupures, année après année, des coupures dans les services, dans l'aide à donner aux enseignants, dans le soutien à donner aux élèves. Et tout ça fait que la tâche s'est alourdie, terriblement alourdie depuis les 10 dernières années. Et c'est la raison pourquoi on est si nombreux à vouloir améliorer ces conditions-là. Les conditions d'exercice de l'enseignant, il ne faut jamais oublier, ce sont les conditions d'apprentissage des élèves.
Et c'est vraiment une lutte de l'école publique qui se mène actuellement. Bon. Ici, localement, au sein du territoire de la Commission scolaire des Hautes-Rivières, est-ce que vous êtes aussi en négociation au niveau d'une convention locale? Parce qu'il y a quand même des points qui sont négociés localement. Est-ce que ça, c'est encore en cours? Actuellement, c'est la négociation nationale Ouais. qui se mène, là, et on aura à revoir, après chaque négociation nationale, on a une possibilité de relancer une négociation locale. Et une négociation locale qui a été difficile. Je pense que l'année dernière, la population a pu voir que c'était une négociation qui a été difficile. Mais pour l'instant, on concentre nos énergies sur la négociation nationale parce que les premiers éléments qu'on doit aller corriger, c'est à ce niveau-là actuellement. Bon, veux pas, je sais que c'est quand même dans quelques mois, mais visiblement, quand on va arriver au début mars, alors que tout le Québec va être en semaine de relâche et qu'ici, on ne le sera pas, est-ce que ça va raviver un certain souvenir, justement, de cette négociation localement qui a mal viré? Parce que, bon, là, les gens ne feront pas trop de cas, mais quand ça va arriver, bien, les gens l'ont senti début septembre parce que les enfants étaient une semaine de plus à la maison ou ailleurs. Mais ultimement, quand on est la seule commission scolaire au Québec à ne pas avoir de semaine de relâche, est-ce que vous pensez que c'était finalement la bonne stratégie à appliquer? J'ai toujours dit qu'on n'était pas dans la stratégie, qu'on a fait des propositions de règlement avec l'employeur et éventuellement, on aura à préparer le prochain calendrier. Là. Hein? On aura à préparer le calendrier 2016-2017. Que contiendra le prochain calendrier? Et on aura à en faire la discussion aussi. Est-ce qu'au mois de mars, les parents auront des réactions? Vous savez, il y avait deux réactions. Hein? Il y avait les parents qui disaient « Ouf, moi, ça m'embourbait pas mal là, avec les enfants, puis la semaine de relâche, je ne savais pas trop quoi en faire. » Et tu avais une autre section de parents qui disaient Nous, on part en vacances et les enfants ont besoin de repos. » C'est certain que... Bien, même auprès de vos membres aussi. Et là, même auprès de nos membres, là, même auprès des membres. Là. Mais quand on avait fait un travail pour pouvoir tenter d'obtenir un règlement et ça a été beaucoup avec tristesse qu'on n'a pas, que les enseignants ont vu qu'on n'était pas capable de s'entendre avec l'employeur. Et c'est sûr que quand mars arrivera, ça va raviver encore les souvenirs de l'an passé. Et quand on aura parlé du calendrier 2016-2017... Ça va être au printemps, ça, quoi? Ah, ça peut être plus vite que ça. Plus vite que ça, même. Ça peut être plus vite que ça. On aura probablement à discuter de ça, j'espère, après la négociation nationale. Bon. En même temps, quand on parle du monde de l'éducation, puis là, on le sait, bon, il y a eu un changement de ministre. À un certain moment, certains parlaient d'aller rejouer encore dans les fusions de territoires de commissions scolaires. Là, après ça, le gouvernement disait, bon, bien, finalement, les commissions scolaires, on va peut-être les abolir. Après ça, on dit, non, finalement, on ne les abolira pas, mais on va abolir les élections scolaires, donc la démocratie scolaire. Bref, on est en train de jouer un peu dans les structures, et même le ministre Blais disait lui-même que la dernière élection scolaire qu'il y a eu, c'était la dernière, qu'il n'y en aura pas d'autres, à moins qu'elle peut changer encore. Qu'est-ce que ça traduit, ça? Qu'est-ce que ça donne comme perception aux Québécois sur leur système d'éducation, là, alors qu'on va encore rejouer dans les structures? Là? Ce que moi, je perçois, c'est que, dans le fond, l'éducation, c'est plus la priorité. Et on essaie par toutes sortes de façons d'essayer de régler des problèmes en éducation. Mais la vraie solution, là, c'est réinvestir en éducation. La vraie solution, c'est que l'éducation devienne une priorité. Et c'est pas ça qu'on vit actuellement. Et là, on brasse des structures, on parle d'élections scolaires, on s'égare du vrai problème qui est qu'il faut investir en éducation pour sauver notre école publique. C'est, pour moi, la seule solution, le seul sujet qu'on devrait aborder actuellement, c'est vraiment qu'est-ce qu'on veut de notre école publique et comment on la rend si importante aux yeux de la population. Mais quand on remonte à la dernière élection, où, entre autres, la Coalition Avenir Québec de M. Legault disait, dans son idée d'abolir les commissions scolaires et tout ça, de dire, bon, finalement, il y a trop d'argent dépensé dans l'administratif et, dans le fond, que l'argent devrait aller directement dans les écoles. Ça peut paraître un peu simpliste comme ça, mais est-ce qu'effectivement, à la lumière de votre connaissance du système de l'éducation actuellement, est-ce qu'une façon de récupérer de l'argent ne serait pas
d'amincir les structures administratives entre Québec et les écoles. Pour aller chercher l'argent, là, c'est même pas juste dans les structures, il faut aller chercher l'argent. Actuellement, là, le gouvernement, les choix qu'il fait, ce n'est pas des choix pour aller se chercher de l'argent pour pouvoir soutenir ses services publics. Il fait des choix complètement différents. Il va soutenir des entreprises, il va aller soutenir autre chose. Il ne va même pas chercher l'argent où il pourrait aller la chercher. Alors, ces choix, ce n'est pas des choix de soutenir ces services publics. Alors, quand on manque d'argent, quand on ne choisit pas l'école ou la santé comme étant la priorité, bien, c'est ce qu'on vit actuellement. On vit des coupures, on vit un manque d'argent, on vit des services qui sont essoufflés, on vit des services qui sont en difficulté. Alors, si on veut changer la vapeur de ça, il faut peut-être que nos services publics deviennent la priorité d'un gouvernement, et ce n'est pas ce qu'on vit actuellement. Est-ce qu'on a des problèmes aujourd'hui dans le réseau de l'éducation à recruter de nouveaux enseignants? Autrement dit, est-ce que la profession est aussi attrayante qu'auparavant? Parce que ça, c'est un enjeu, même on l'a dans le domaine de la santé, où du monde qui dit « Voyons donc, un fou d'une poche, le voir si je vais être infirmière un jour. » Non, mais à un moment donné, il faut que la profession soit attrayante. Moi, je me mets dans la peau d'un jeune là, qui est au cégep actuellement, qui regarde ça aller, il se dit hey, « Finalement, je pense que je m'en irai pas là-dedans. Là. » Mais c'est plus de 25 des jeunes qui rentrent à la profession qui ne font pas 5 ans. Ah oui. Alors, le taux là, de jeunes qui ont fait 4 ans d'université, qui y ont cru, qui se sont investis dans un début de carrière et qui abandonnent parce qu'ils disent « je ne tiendrai pas le coup. » 25 qui est après 5 ans? Oui, 25 Alors, l'attraction, est-ce qu'on a besoin de faire des changements? Bien, c'est certain. Parce que la tâche est trop lourde, ça, c'est une chose. La précarité, en éducation, là, on peut être 12 ans précaire. Puis même après 12 ans de précarité, on n'est même pas sûr qu'on va avoir un contrat à 100 Alors, quand on parle de fonder des familles, quand on parle de projets d'avenir, puis qu'on reste précaire presque la moitié d'une carrière, bien, les jeunes s'interrogent, puis les jeunes quittent. Et les conditions d'exercice sont très dures. La rémunération pourrait être supérieure pour la tâche qu'on a à réaliser. Un enseignant, ça gagne combien aujourd'hui? Un enseignant, au maximum de l'échelle salariale, gagne autour de 75 000. Après quoi, 18 ans de service? Après, au maximum, oui, c'est 17 ans. Là, après 17 ans. Ça commence à combien? 40 quelque chose? Ça commence à 39 000, oui, près de 40 000. C'est ça la fourchette, là? Oui, c'est ça. On est entre 40 et 75. C'est ça, à peu près. Oui. Et c'est sûr que de demander des augmentations de salaire pour pouvoir préserver notre capacité d'achat, parce que quand le gouvernement nous offre des 0 d'augmentation pour les 2 prochaines années, là, puis un 3 pour les 3 autres années subséquentes, ça ne nous permet même pas de préserver notre pouvoir d'achat. Alors, rester dans la profession enseignante, ça veut dire c'est s'appauvrir à chaque jour qu'on travaille. Alors, est-ce que c'est attractif? Je ne crois pas. Jacinthe Côté, merci beaucoup. Bonne chance. On verra la suite. Sinon, donc, s'il n'y a rien qui bouge, les 12 et 13 novembre, grève ici, évidemment, sur le territoire de la Commission scolaire des Hautes-Rivières. Merci. Merci. Restez avec nous. Au retour, le Babillard.
Vaccination, mythe ou réalité? Une conférence sera donnée à la Bibliothèque Saint-Luc le jeudi 12 novembre à 19 h. À chaque semaine, on vous présente des extraits du conseil municipal. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous avez la grille horaire à l'écran. Également, il y a le télébingo tous les dimanches matin 9h30 en direct avec 3 500 $ en prix. La carte pleine est à 2 000 et il y a 30 dépositaires dans la région pour acheter vos différents livrets. Pour avoir la liste, tvhr9.com, vous téléphonez ici même au 358-1816 ou 1912. Le prochain rendez-vous, nous, c'est bien sûr demain. Bye-bye.